Bonjour, je suis Perrine. Je vous souhaite la bienvenue dans Mots de Psy, le podcast qui vous parle de psychologie. Vous découvrirez ici le récit de professionnels qui travaillent autour de la psychologie et de l'accompagnement de l'humain, de femmes et d'hommes qui vous raconteront leurs expériences concernant leur suivi, ainsi que des concepts et outils pratiques pour explorer ensemble la magie du fonctionnement de notre cerveau, nos pensées et nos émotions. Ce sont leurs histoires, parfois la mienne et peut-être aussi la vôtre. J'espère que ce podcast vous permettra de dédramatiser et mieux comprendre la psychologie en vous accompagnant sur votre chemin de vie avec alignement, sérénité et légèreté. Très belle écoute! J'accueille aujourd'hui Stéphane Claudin, kinésithérapeute depuis plus de 20 ans. Avec conviction, Stéphane va nous parler de son métier de kinésithérapeute et du lien entre la douleur physique et l'état mental. J'espère que ce podcast vous permettra de prendre conscience de l'importance du rapport entre le corps et l'esprit. Et qui mieux que Stéphane, passionné par son métier, pour nous faire découvrir l'intérêt de la psychologie dans la guérison et la rééducation. Alors vous êtes prêts ? C'est parti ! Bonjour Stéphane, merci d'être dans le podcast Mots de Psy. Merci d'avoir répondu présent à mon appel pour répondre à mes questions. On va commencer directement, alors je vous laisse vous présenter. Bonjour, alors Stéphane Claudin, masseur kinésithérapeute aux Angles dans le Gard. Je suis diplômé depuis 1993. J'ai rencontré M. Bouvron en 1994, qui est mon associé toujours aujourd'hui, avec lequel on a commencé à travailler à la clinique Saint-Luc à Villeneuve-les-Avignon. Oui. Clinique Saint-Luc, toute petite clinique, mais qui proposait une chirurgie assez large, aussi bien en traumatologie, en vasculaire, des patients aussi atteints de problèmes neurologiques, comme des AVC qui entraînent une hémiplégie par exemple, une chirurgie de la main. Clinique dans laquelle on intervenait au quotidien, samedi, dimanche et jours fériés inclus, parce qu'il y avait aussi beaucoup d'accompagnement respiratoire, notamment suite à grosse chirurgie vasculaire, des pontages à ortho-abdominal, des choses comme ça. On ne va pas rentrer dans trop de détails, mais les chirurgiens de l'époque, notamment vasculaires, demandaient qu'on accompagne leurs patients opérés récemment en sortie de bloc, en kiné respiratoire. Donc c'était vraiment intéressant et comme j'évoquais tout à l'heure, on avait aussi bien contact avec des chirurgiens d'assez bon niveau, c'est quand même des chirurgiens qui venaient un petit peu de toutes parts dans la région, enfin essentiellement d'Avignon, et aussi bien un échange avec aides-soignantes, agents hospitaliers pour l'organisation des chambres, des premiers levés, aider à la marche. Il arrivait très très fréquemment qu'on partage ce travail avec les aides-soignants et en fait cet échange entre tous les intervenants, c'était super intéressant. Très important. Et du coup, en premier boulot, c'était direct dans le bain. Direct dans le bain et dans le gros bain, parce qu'on passait aussi bien d'une amputation à une chirurgie sur un petit doigt. Voilà. Donc c'était très très intéressant. Formateur. Très formateur. Dans la continuité de la formation qu'on avait suivie à l'école de kiné de Montpellier, où on intervenait tous les matins à l'hôpital aussi. Sauf que dans les lieux de stage sur Montpellier, le contact avec le médecin, le chirurgien, était vraiment quasi nul. Voilà, on avait vraiment l'impression d'être une petite pièce de l'édifice, mais pas avoir vraiment d'importance dans le travail. Par rapport, oui. Pas de travail d'équipe, comme dans cette petite structure où là, on sentait vraiment un travail d'équipe et tous à fond pour faire en sorte que le patient se sente le mieux possible. C'était plus familial ? Tout à fait, c'est exactement le terme. Malheureusement, dans des locaux un petit peu vétustes, parce qu'en fait, cette clinique, c'était une ancienne maternité. Et ce qui a fait que dans les années 2000, on a proposé au docteur Pellissier, qui était donc chirurgien à l'époque et directeur avec son épouse de la clinique, on lui a proposé de monter une clinique de chirurgie ambulatoire aux Angles, plutôt que de faire des travaux dans cette petite clinique qui était en centre-ville à Villeneuve, avec difficulté pour se garer, avec plein de problèmes, qui ont fait qu'ils ont dompté cette clinique de chirurgie ambulatoire. Et en parallèle, un centre de consultation dans lequel, avec M. Bouvron, on a créé un cabinet avec piscine, un cabinet de rééducation, à proprement dire. Qui est un peu avant-gardiste, du coup. Tout à fait. On se situe, je pense, à mi-chemin entre le cabinet de l'époque, cabinet de ville assez classique, et le centre de rééducation,
Voilà. Aujourd'hui, Ouais, c'est vrai. on voit bien que ça a un intérêt, parce que les centres de rééducation sont tous surchargés, et beaucoup de patients sortent directement de l'hôpital pour rentrer chez eux, et sont bien contents de trouver des structures comme la nôtre. Mais depuis, bon nombre de confrères ont fait de même, et ont monté des cabinets en proposant un plateau technique assez proche du nôtre. Donc vous êtes installé depuis quoi, Nous, 2002 on ouvre en 2002. 2002, ok. Voilà. Et est-ce que dans votre formation, il y avait des modules peut-être de psycho, de relation avec le patient? À mon époque, très très peu. Ok. Très très peu. La psychologie, ça a été quelques heures et comment on peut dire, un examen écrit, mais qui avait un très faible coefficient, qui était vraiment pas important. D'accord. Aujourd'hui, pour avoir interrogé ma fille qui est en 2e année et la fille d'un ami qui est en 4e année, on va dire qu'ils ont un tout petit peu augmenté les choses quand même depuis 25 ans, c'est pas terrible. Ok. Ils font un petit peu de sophrologie aussi. Ce qu'ils font de différent qu'on n'avait pas nous à l'époque, c'est des TD en échange avec un kiné sur l'approche du patient, sur Super. la réaction face à l'échec, Oui, aussi. des petites choses comme ça. Donc c'est directement avec un Ce sont des professionnel échanges. qui exerce. Voilà. Ok. Ils appellent ça des TD, donc des travaux dirigés, où ils sont en petits groupes, Mhm. et il y a une question qui est évoquée, et voilà. Ah ouais, super intéressant. Donc ça, c'est Ok. quelque chose Ça, qui est ça quand même change. intéressant, qu'on n'avait pas nous à l'époque du tout. C'est quelque chose qui pouvait se présenter sur les lieux de stage avec nos kinés cadres, Oui. mais à l'époque, de toute façon, la psychologie, c'est pas quelque chose qui ressortait. On commençait à l'époque à prendre en considération la douleur. Ok. C'était vraiment le tout début de cette prise en charge de la douleur. D'accord. Les médecins anesthésistes ont commencé à vraiment, vraiment se pencher sur la douleur et le confort du patient en post-opératoire. On a connu ça, nous, voilà. On sentait bien qu'il y avait cette volonté de ne pas imposer la douleur au patient. D'accord. Un des discours quand même de nos professeurs à l'école, c'était surtout éviter la douleur. Mais il y avait des fois certains anciens médecins, professeurs en rhumatologie notamment, qui nous disaient pour telle ou telle pathologie, c'est pas grave, s'il a mal, allez-y, foncez, il faut y aller. Ah ouais, donc on est sur toute autre chose à aujourd'hui. Voilà. Donc on avait, nous, toujours un petit peu en écho d'anciennes méthodes. Ouais. Donc la douleur, c'est quand même quelque chose qui a commencé dans ces années-là, je pense. Et pourquoi vous avez choisi ce métier? Bizarrement, en fait, j'ai toujours fait beaucoup de sport. Donc j'ai malheureusement été obligé d'aller parfois chez le kinésithérapeute. Ça ne me déplaisait pas. À la base, je voulais être prof de sport. Puis les portes se fermaient un petit peu. On voyait qu'il n'y avait pas trop de débouchés. Je n'avais pas du tout pensé à la profession de kiné. Et un copain du rugby allait passer le concours. J'ai dit pourquoi pas. Si lui il le fait, pourquoi pas moi. Et voilà. Et ça s'est fait comme ça. Ça s'est fait. Le hasard, plutôt le hasard en fait. D'accord. Et quand vous dites kinésithérapeute, on a l'habitude de dire kiné, en fait. Et j'ai remarqué, kinésithérapeute, à la fin, il y a thérapeute. Si on arrive à la genèse, en fait, du mot, c'est le soin. Et je trouve ça intéressant de se dire qu'il y a des thérapeutes, maintenant on appelle ça des thérapeutes, des praticiens ou des thérapeutes, qui sont du coup sur la partie psychologique. Et pour moi, je pense dans la croyance encore des gens, le kiné est plus sur le physique et moins sur la psychologie, alors que pourtant, il y a le soin aussi qui est dans la genèse du mot du métier. Et j'espère que du coup, vous êtes plus ouvert aujourd'hui sur la psychologie aussi des patients. Alors oui, je pense que je l'ai toujours été, mais j'en prends de plus en plus conscience. Je regrette même qu'aujourd'hui, il n'y ait pas plus cette approche au sein de l'école de kiné. Je pensais, en voyant qu'ils aient rajouté une année, parce que quand même, nous à l'époque, on avait 3 ans d'école et aujourd'hui, ils sont à 4 ans. Je pensais vraiment qu'ils auraient profité de cette année supplémentaire pour aborder plus ce type de choses. Voilà. Moi, de mon côté, que ça soit au sein de mon cabinet ou dans ma vie familiale, on a avec mon épouse qui est kiné aussi, beaucoup lu, essayé de se documenter, de comprendre certaines choses. Mais c'est quand même assez léger, quoi. Assez léger. Donc c'est surtout sur le terrain qu'on apprend un petit peu à aborder les patients différemment selon les problématiques, douleur, pas douleur, handicap, trauma, suite à un accident, voilà, toutes ces choses-là. Donc du coup, vous avez rajouté cet aspect qui vous manquait de psychologie par des lectures. Vous vous formez en fait personnellement sur ces sujets-là. Alors après, j'ai pas vraiment de référence parce que c'est assez vaste, mais que ça soit les lectures sur l'empathie, l'altruisme, toutes ces choses-là. Super. Voilà.
J'essaie le plus possible d'en tirer profit, quoi. Et comment vous accueillez vos patients au moment de la rencontre? Comment ça se passe? Est-ce que vous parlez directement de la cause, la douleur ou autre raison de pourquoi il est là? Ou vous prenez la personne dans la globalité, vous essayez de vous informer davantage sur la personne? Alors, c'est assez variable, on va dire, mais je m'efforce d'avoir un premier rendez-vous d'une demi-heure pour rencontrer la personne. Je lui demande ce jour-là, évidemment, de venir avec tous les documents en rapport avec son problème, mais j'hésite pas, si c'est le cas, à lui demander des documents même beaucoup plus anciens, où parfois on peut constater des anciens traumatismes ou des hospitalisations sur lesquelles il y aurait eu un compte-rendu qui me donnerait d'autres informations. D'accord. Si c'est possible, et ça depuis le Covid, c'est un support qu'on utilise beaucoup plus, si c'est possible, je demande à la personne de m'envoyer tout ça par mail en amont. Du coup, j'ai le temps de parcourir un petit peu les documents et le jour de la première rencontre, j'ai déjà une petite idée du parcours de la personne, ce pourquoi elle est là et éventuellement une des raisons pour lesquelles elle souffre et elle consulte aujourd'hui. Ensuite, on peut parfois, lors de cette demi-heure, ne pas réellement arriver à boucler le bilan kiné, ne pas arriver à demander à la personne de se déshabiller pour faire une palpation ou autre examen physique. D'accord. Parce qu'il est nécessaire de parler beaucoup plus avec certaines personnes qu'avec d'autres. Nécessaire ou parce qu'on sent que la personne est prête à ça aussi. Parce que des personnes, on sent bien que c'est pas lors de ce premier rendez-vous qu'on va obtenir des informations sur leur vie, sur leurs problématiques à la maison ou autre. Et oui, en une demi-heure, c'est court et ça dépend des personnalités aussi. Mais par contre, avec le temps, avec l'expérience, il semblerait, et je dis bien il semblerait, il n'y a pas d'affirmation, qu'on arrive un petit peu plus à capter les personnes et à comprendre un petit peu si toutefois la douleur qu'ils expriment aujourd'hui est en rapport avec un mal-être ou avec un choc psychologique, une séparation, une dépression ou autre. Voilà. Donc vous faites aussi le lien entre la douleur qui est une douleur physique avec une cause physique et aussi une douleur qui peut être psychologique qui vient peut-être d'autres problématiques. Tout à fait. Et parfois même, malheureusement aujourd'hui, certains médecins n'ont pas assez de temps pour faire un bon bilan clinique ou pour faire un bon bilan radio. Vous avez un patient qui va voir son médecin qui lui exprime une douleur, on va dire une douleur lombaire. Le médecin, par réflexe, suite à un examen assez rapide, toujours par manque de temps, va lui marquer des radios ou une IRM, par exemple. Le patient se présente au cabinet avec un compte-rendu radio ou IRM qui nous parle d'un problème, qui se trouve être un problème dans cette zone, mais il n'a pas la symptomatologie qui est associée à ce problème. C'est-à-dire que s'il n'avait pas eu de douleur, il aurait eu ce problème-là sans le savoir. D'accord. Je ne sais pas si je suis clair. Sur l'examen radiologique, si vous voulez, vous avez une lésion à tel endroit, mais les symptômes ne sont pas en rapport avec cette zone-là. D'accord. Donc ce qui prouve bien qu'il peut avoir des douleurs qui ne sont pas dues à ce problème-là. Il se trouve que l'étage qui devrait être en rapport avec les symptômes, lui, n'est pas un étage qui souffre. D'accord, ah oui, c'est intéressant, je n'avais pas vu ça comme ça aussi. Donc du coup, lors de l'examen physique, à la palpation, on va trouver d'autres raisons. Et c'est intéressant parce que déjà on rassure un peu la personne, parce que la personne, elle fait de suite une relation entre l'examen qu'on lui a fait passer, ses douleurs. Et oui. On lui parle même de consulter un chirurgien ou d'aller jusqu'à l'opération. Donc c'est des fois un premier choc, un premier traumatisme que d'apprendre ce genre de choses. Bien sûr. Et ça peut ne faire qu'entretenir la douleur. Alors que quand on dit à la personne, ce problème-là, vous l'aviez depuis longtemps, sûrement, mais il ne vous fait toujours pas mal, donc vous pouvez continuer à vivre avec. Par contre, vous avez un autre petit problème, une contracture à tel endroit qui déclenche telle douleur. Mais cette contracture, elle arrive peut-être parce que vous êtes trop assise ou vous avez été, vous avez un peu trop jardiné, rien de bien méchant. Et peut-être même que vous entretenez toutes ces tensions parce que psychologiquement, en ce moment, vous êtes fatigué, le Covid, le stress, la famille, plein de bonnes raisons qu'on connaît tous les deux. Cette personne peut aussi être rassurée. Et dès le premier contact, on peut basculer sur quelque chose de positif, au final. Si on dit à la personne, moi, à partir d'aujourd'hui, on va se remettre en mouvement, je vais vous accompagner pour éviter, et évidemment que cette douleur soit pas trop handicapante dans cette reprise de mouvement. Vous allez, par exemple, vous remettre à bouger dans la piscine et vous allez voir que dans la piscine, ça sera beaucoup plus facile. On redonne confiance à la personne dans le mouvement, confiance en son corps, Le lien entre le corps et l'esprit, oui, c'est super important aussi. Voilà. Et ça vous arrive aussi d'avoir des personnes qui n'ont aucune raison médicale d'une douleur,
donc vraiment aucune, qui vous disent que psychologiquement tout va bien, et pour autant la douleur persiste, peut-être même devient chronique. Comment vous faites à ce moment-là ? Est-ce que vous leur expliquez que vous ne pouvez rien faire et que peut-être c'est autre chose ? Ça nous arrive, c'est quand même assez rare dans la mesure où, en général, les médecins nous envoient les patients en s'appuyant sur des examens, comme on disait tout à l'heure. Ok. Donc même si parfois les examens ne sont pas en rapport avec la symptomatologie, mais tout proche. Par exemple, j'évoquais tout à l'heure le cas d'un problème lombaire. Il y a plusieurs étages, il y a plusieurs niveaux. Voilà, les symptômes ne correspondent pas, mais on est quand même sur la même zone. Donc, c'est pas totalement incohérent que d'envoyer chez le kiné quelqu'un qui a mal au dos si, à la radio ou à l'IRM, on constate des problèmes dans ces zones-là. Tout à fait. Après, aujourd'hui, les médecins nous envoient que très rarement des gens qui ont des douleurs sans une bonne raison. D'accord. Mais les quelques fois où ça arrive, on essaie, nous, de faire passer un petit peu ce message, déjà, de dire à la personne de bouger un petit peu plus, ne serait-ce que pour se sentir mieux, de s'occuper d'elle, de prendre un petit peu de temps pour elle. Bien sûr. On lui demande si elle dort bien, si elle mange bien, la nutrition aussi a son importance. Voilà. Simplement, est-ce que vous pensez un petit peu à vous ? Donc on a des petits conseils comme ça, mais qui sont vraiment de base. Et on peut suggérer, même si c'est pas toujours facile, de faire appel à un autre thérapeute. Comme un psychologue, par exemple ? Par exemple. Et du coup, comment c'est perçu par les patients à ce moment-là ? Alors, c'est quelque chose qui a vraiment évolué ces dernières années. Il y a 25 ans, au début de mon activité, c'était vraiment 25 ans, 26, 27, 28 ans, pardon. 28 ans au début de mon activité, c'était vraiment le sujet tabou. On disait à quelqu'un, ça serait bien de voir un thérapeute, de vous occuper un petit peu de la partie mentale de chez vous. Le patient avait une réaction assez épidermique. Oui, c'est pas dans la tête, qu'est-ce que vous racontez ? Enfin, voilà, on disait un peu, mais je suis pas fou. Voilà, tout à fait. Okay. Donc ça pouvait mal engager les relations parfois. Donc on se gardait, nous, malheureusement, dans la mesure où à l'époque, on n'avait pas toujours autant de travail qu'aujourd'hui. On faisait un petit peu attention à pas trop bousculer les gens d'emblée. On voulait les garder un petit peu au cabinet quand même, il y avait cette notion-là. Et oui. Aujourd'hui, certains patients, d'eux-mêmes, viennent sur le terrain et ont conscience qu'il y a autre chose. Mais malheureusement, ne font que très peu la démarche d'aller voir un psychologue. Et est-ce que vous savez les raisons, du coup ? Elles sont quasi exclusivement financières. D'accord. Il y a le côté « je suis pas fou », mais qui reste encore un peu. Mais là, on peut surfer un peu sur, vous savez, il y a une différence entre psychiatre et psychologue, l'approche va être différente. Forcément, vous y allez plus pour parler, vous n'allez pas ressortir avec une ordonnance pleine de médocs. Ouais, ça fait moins médical, voilà, peut-être moins tout peur. À fait. Ok. Il n'est pas question d'hospitalisation, parce que, pareil, on est sur des secteurs, avec Villeneuve-les-Angles, avec une clinique psychiatrique où les gens associent le psy à la clinique, l'hospitalisation, l'internement, voilà. Il y a aussi la clinique sur Remoulin, voilà. Les gens il y a des gens qui sont sensibles à tout ça et qui font cette relation-là. Et le psychologue, c'est pas encore ça, mais on espère y arriver. Ouais, donc c'est vraiment le côté financier. Après, moi je pars du principe que quand on a vraiment envie, on trouve le moyen. On se prive peut-être d'une paire de baskets ce mois-ci, d'un paquet de cigarettes, d'autres choses. Et ça, on a du mal. Enfin, je remarque que les personnes ont du mal de se dire, je m'achète pas cette fringue ou cette paire de chaussures ou cet abonnement à Canal+, mais je vais prendre soin de moi. En fait, c'est difficile. Les gens ont du mal à mettre de l'argent pour prendre soin d'eux. Ah oui, tout à fait. Ça, c'est une certitude. Mais quelque part, c'est un petit peu la rançon de la gloire, je ne sais plus si je peux dire, ou la monnaie de la pièce. On a un système de santé qui est quasiment pris en charge en totalité, entre les caisses et les mutuelles. Et malheureusement, nous, les patients, quand ils viennent chez nous, ils savent très bien qu'ils n'auront rien à payer. Et aujourd'hui, on a vraiment beaucoup de mal à leur demander un règlement pour quoi que ce soit. Les quelques fois où on a essayé de mettre en place des petites choses pour régler, par exemple, au moment avec le Covid, on utilise des électrodes en physiothérapie, on voulait essayer de les facturer pour que chacun ait ses électrodes propres et son petit pochon d'électrodes. Bon, ça a un coût, ça représente un budget au final. Oui, bien sûr. Bon, on a laissé tomber parce que difficile de faire payer certains qui payent facilement et d'autres qui vont rechigner et qui vont préférer soit ne pas avoir le soin, soit utiliser des mauvaises électrodes, ou alors au final on aurait fait gratuit à certains et pas à d'autres. Donc on a laissé tomber. Nous-mêmes on surfe sur ce système de remboursement de la Sécu. C'est malheureux, mais je vois pas l'issue quant à ce problème-là. C'est une chance qu'on a d'avoir ce système de santé
Et en même temps, comme vous dites, c'est le revers de la pièce. Bien sûr. Et en même temps, c'est engageant, ce que je vous disais, dans la thérapie, c'est engageant quand la personne met des sous sur la table, parce que du coup, elle est plus engagée dans sa démarche, dans son évolution. Certainement. Voilà, pour moi, c'est nécessaire, et pour même mes confrères et mes consoeurs, on a quand même un diplôme, on a des années d'études, de l'expérience, on peut pas brader nos prix, quoi. Nous, la plupart des patients ont aucune idée de ce que coûte la séance de kiné. Oui. Et oui. Moi, premier, je suis incapable de vous dire à l'euro près, j'allais dire au franc, excusez-moi. À l'euro près, je suis incapable de vous donner le montant d'une séance de kiné. Dans la mesure où en plus tout est informatisé, tout part comme ça, on voit des sommes passer, mais je suis incapable de vous dire le coût d'un problème lombaire. Et c'est même triste à dire, de savoir que moi, je ne sais pas combien coûte la séance que je pratique à mes patients, quoi. C'est comme ça. Et pourtant, c'est votre valeur aussi en tant que praticien. Oui, on va dire que nous, la valeur, c'est plus le chiffre d'affaires annuel, quoi. Ouais, vous voyez dans la globalité et pas sur une séance. Voilà. Ok, et est-ce que vous observez un lien entre un état mental positif et une amélioration des conditions physiques de la personne ou une amélioration de sa problématique de départ? Si quand il y a des personnes qui ont un état mental positif, qui sont plus optimistes, disons? Alors c'est une certitude. Okay. Ça, c'est vraiment primordial. D'ailleurs, on se sert un petit peu de cet état mental où on essaie de réenclencher un état mental positif en faisant bouger les personnes. Nous, vraiment, notre leitmotiv au cabinet, c'est le mouvement. Donc, on utilise pour ce faire, en premier temps, quand les personnes ont vraiment beaucoup de mal, la piscine, quand elles sont d'accord. La confiance, la prise de conscience qu'elles peuvent mieux bouger peut générer, du coup, un état mental positif. Et du coup, on bascule sur quelque chose de bénéfique. Mais malgré ce, il y a quand même des gens qui restent négatifs. Et qui existent à travers ce négatif, à travers la douleur, à travers leurs problèmes. Bien sûr. Voilà. Et c'est malheureux, avec ces gens-là, il vaut mieux même plus évoquer le sujet, quoi. C'est des gens à qui on ne demande même plus comment ça va. En tant que thérapeute, on s'empêche de leur demander comment ils vont. Pour pas entretenir la chose. Voilà, pour pas aller sur le sujet. Par contre, bonjour, aujourd'hui on va faire ça, direct. Oui, parce qu'il y a un bénéfice secondaire de rester dans cette plainte, cette douleur en général. Ouais. Et puis par contre, dès que la personne a commencé à bouger, a commencé à enclencher quelque chose de positif, lui faire prendre conscience. Tiens, aujourd'hui c'est bien, bien. Donc l'encouragement, aujourd'hui c'est bien. Regardez, vous avez marché pendant 15 minutes, à telle vitesse, vous vous rendez compte, je ne vous sens pas essoufflé. Il y a une évolution, c'est super. Donc, voilà. Et on insiste là-dessus. Attention pas trop, parce que rapidement, le patient ou la patiente peut basculer sur « oui, mais ». Donc mais vous faites aussi attention à ces petits mots. Ah bah oui, de plus en plus. Oui, mais ça n'empêche pas que j'ai quand même toujours mal. Ok. Donc, le sujet est clos, on attend et on revient un moment après pour relancer le truc, essayer de repasser sur du positif. C'est assez rare, pas exagérer, mais il y a des patients ou des patientes qui sont là-dedans et qui existent à travers cette douleur et ces problèmes. Et qui au final, alors ça peut être piégeux parce que parfois on peut manquer d'attention pour eux, justement de ne pas aller trop dans la question et dans l'interrogatoire et dans l'examen en rapport avec cette douleur et passer à côté de problèmes. J'ai le cas d'une patiente récemment qui a eu une phlébite et qui a eu de gros problèmes parce qu'en fait on n'a pas été, et je dis on parce que j'ai été un des intervenants, même si c'était par téléphone, lors de sa plainte, de l'évocation de sa douleur. À aucun moment, chez elle, j'ai pensé phlébite, alors que c'est un sujet sur lequel j'ai été assez souvent dans ma carrière exposé à ce problème. J'avais plutôt tendance à ouvrir le parapluie, à demander à mes patients d'aller chez l'angiologue faire un Doppler pour vérifier de suite. Et chez elle, je n'y ai pas pensé du tout. Pourquoi ? Parce que c'est quelqu'un qui se plaint beaucoup de plein de petits problèmes. Et quand elle a évoqué des douleurs derrière le genou, je suis parti sur le genou et pas du tout problème circulatoire. Et il se trouve que la généraliste a fait de même, qu'il a fallu en arriver jusqu'à la phlébite et l'embolie, un problème. Ça aurait pu être très grave. Je m'en suis voulu quand même un petit peu, et ça, voilà, comme quoi même à 52 ans, on se remet un petit peu en question. Et oui, mais bon, des fois, voilà, d'être dans la répétition de la plainte, etc., à la limite, on croit plus, malheureusement. Alors je la crois. Mais comme on évoquait à l'instant, le fait de pas rester sur ces sujets-là, on l'écoute, mais on ne pousse pas le questionnement. Parce qu'on a... Et en plus, ce sont des personnes qui, lorsque vous leur parlez d'une douleur, elles vont rapidement basculer sur toutes les douleurs qu'elles ont. Oui. Elles n'arrivent pas non plus à être claires dans l'explication, elles surfent vraiment sur
toute leur douleur et tous les problèmes. Oui, je comprends. Donc C'est délicat. Ça peut être, et puis ça peut être problématique. Là, en l'occurrence, ça aurait pu vraiment l'être. Ça aurait pu être très très grave. Elle m'en a pas voulu. J'ai reconnu mon erreur. Elle m'en a pas voulu dans la mesure où je l'ai quand même soutenue au moins à distance pendant cette période un peu difficile. Par la suite, oui. Et est-ce que vous remarquez un changement psychologique ou comportemental de vos patients avant le soin et après le soin ? Peut-être sur des soins de longue durée, par exemple, des personnes qui viennent des années chez vous ? Alors oui, pour différentes raisons, mais je dirais qu'il y a aussi quelque chose qu'on peut observer aussi, qui est avant le trauma et après le trauma, ou avant la chirurgie et après la chirurgie, avant l'annonce d'une pathologie ou après l'annonce de cette pathologie. Des gens qu'on a eu la chance, depuis qu'on est en place, de connaître en bonne santé et qu'on connaît, par exemple, j'ai l'exemple d'un patient que j'ai soigné pendant très longtemps pour des problèmes de tendinopathie ou autre, et qui était sportif et tout ça, et qui aujourd'hui est sur fauteuil roulant, hémiplégique. Je vois que cette personne a changé. Ça n'est plus la même personne. Donc il a changé non pas grâce aux soins ou suite à mes soins, mais suite à son problème. Et on a beaucoup d'exemples comme ça. Même je dirais que certaines personnes sont devenues de meilleures personnes, ou de bonnes personnes, de très bonnes personnes, en vivant ce qu'ils ont vécu au sein de notre cabinet ou au sein des services hospitaliers ou des centres de rééducation qu'ils ont eu malheureusement la chance de rencontrer, quoi. Des personnes qu'ils ont croisées, d'autres malheurs. Voilà. C'est des gens qui aujourd'hui, je pense, sont devenus différents quant au regard qu'ils peuvent porter sur le handicap, sur la difficulté, sur la souffrance en général, quoi. Tout à fait. J'en suis même convaincu. Et on peut faire au sein du cabinet où différentes personnes se croisent et travaillent ensemble, on peut faire une différence justement entre la personne qui vient pour une entorse de cheville, qui n'a jamais vécu grand-chose de plus qu'une entorse de cheville, et la personne qui, elle, est sur un fauteuil roulant, par exemple. On a même pour rebondir là-dessus, on a même des patients qui n'osent pas venir au cabinet ou qui nous disent mais vous occupez pas, voilà, j'ai rien, surtout ne vous occupez pas de moi, vous avez des gens qui ont vraiment besoin de beaucoup plus que moi et qui osent même plus revenir parce qu'en fait ils associent le cabinet aux patients qui sont là le jour, qui ont été là le jour où ils sont venus. Et ils pensent qu'eux n'ont pas le droit aux soins, d'accord, pensent que pour une petite entorse de cheville, on n'a pas le droit aux soins, alors que si, c'est important de se soigner aussi une entorse de cheville. C'est pas parce qu'on s'occupe de quelqu'un qui a une entorse qu'on ne s'occupera pas de la personne qui a une hémiplégie ou d'un amputé ou autre. Oui, et je remarque aussi au cabinet des personnes qui viennent et qui me disent je viens, mais franchement, c'est pas grand-chose, il se passe juste ça. Je leur dis non, en fait, chacun a sa problématique. Il n'y a pas de dire c'est mieux, c'est moins bien, vous avez le droit, vous n'avez pas le droit, ou vous êtes plus légitime ou moins légitime, effectivement. Et pour rebondir sur ce que vous disiez sur l'accompagnement et le changement, devenir des personnes meilleures aussi, je sais que vous parlez de ma grand-mère dans l'exemple. Alors en vrai, pour vous expliquer, donc ma grand-mère est suivie par Stéphane depuis 20 ans, je crois. Oui, à peu près l'ouverture. Un truc du genre. Pas tout à fait, mais presque. Un peu moins. Suite à un grave accident de voiture. Gros traumatisme du membre inférieur, oui. Voilà, diverses interventions. Et beaucoup d'interventions, qui est du coup passé par beaucoup de centres de rééducation, par, je pense, des bas aussi mentalement, et puis qui a trouvé Stéphane et Renaud, son collègue, une écoute et un changement aussi, comme vous disiez, par rapport aux personnes, parce qu'ils sont en groupe parfois. Pendant ses soins, elle voit les choses différemment, je pense, sur l'handicap, sur la douleur aussi, sur la vie en général en fait. Et donc j'en profite pour vous dire merci. Merci. Voilà, donc c'est vrai que j'ai pu aussi le remarquer que souvent les personnes changent, quand c'est peut-être des suivis sur le long terme, changent de pensée et de regard sur les autres, sur l'handicap, sur les autres et sur la vie en général. C'est certain. Est-ce que vous avez des contacts régulièrement avec d'autres praticiens, d'autres professionnels de santé ? Alors avec les médecins, on évolue encore aujourd'hui. Je pense qu'il y a une jeune génération de médecins qui est plus ouverte à cette communication, à cet échange, notamment par mail, même des chirurgiens d'Avignon qui nous envoient régulièrement en réponse des vidéos d'intervention sur les patients communs qu'on a. D'accord. Donc ça, c'est intéressant. Il y a vraiment beaucoup plus d'échanges que ce qu'il pouvait y avoir au début de mon activité. Il faut quand même ne pas oublier que s'il y avait absence d'échange, c'est en partie dû au fait que nous, en tant que kinés, peut-être qu'on avait du mal à se positionner et à réellement prendre notre place. On se sentait peut-être pas légitime pour communiquer avec ces médecins. D'accord. En tant que paramédicaux, peut-être qu'on s'est senti toujours un petit peu inférieur au monde médical. Donc nous, en fait, quand on est ouvert, je pense qu'on a pris confiance
et conscience de l'importance qu'on pouvait avoir pour les patients et du coup pour les médecins et chirurgiens qui nous envoyaient des patients. Bien sûr. Résultat obtenu, on y a contribué aussi. Donc forcément, un chirurgien qui intervient sur un patient, si le résultat est bon, il peut penser qu'on y a participé aussi. Donc on était beaucoup plus dans l'échange. D'emblée, on a fait des courriers en expliquant à tous les médecins de la région ce qu'on pouvait proposer au cabinet, avec une photo de nous, une photo du centre, voilà. Et on avait fait, à l'époque, tous les praticiens du centre avaient organisé une soirée, un pot, pour inviter tous les médecins du coin. Et bizarrement, à l'époque, bon nombre de médecins et de praticiens ont passé plus de temps au buffet et au champagne qu'à visiter les locaux. Et on constatait quand même que pour ceux qui poussaient la porte, et si la porte était ouverte, c'est juste une expression, pour voir notre structure et notre cabinet, en fait, très peu de médecins prescripteurs avaient conscience de ce qu'on pouvait proposer dans un cabinet de kiné en général. Ah ouais, c'est fou. C'est-à-dire qu'ils nous envoyaient des patients sans savoir réellement ce qu'on pouvait faire au sein d'un cabinet. Donc les quelques-uns qui ont eu cette curiosité ont eu la réponse. Ça nous a permis d'enclencher un échange. Aujourd'hui, l'échange est vraiment plus important avec quasiment tous les médecins, parfois même au téléphone, même s'ils ne sont pas toujours faciles à joindre. Quand c'est pour quelque chose d'important, on arrive à échanger par téléphone et comme je le disais tout à l'heure, par mail de plus en plus. Ouais, c'est vraiment beaucoup plus facile et vraiment très très rapide avec certains d'entre eux. Vraiment, il faut le souligner. Donc pour la partie médicale, on en est là. Aujourd'hui, moi, je travaille beaucoup au sein du centre avec un ostéopathe, avec lequel on a beaucoup d'échanges, mais parce qu'en fait, on est proches, donc on se croise. On se croise et on peut échanger rapidement entre deux portes sur un patient ou une patiente. Et puis aussi une collègue podologue avec qui j'ai bien aimé échanger sur l'intérêt ou pas de semelles. Et bilan podologique qui a pu parfois m'orienter aussi, moi, dans mon protocole de rééducation. D'accord. Collaboration, de toute façon, toujours intéressante. Et aux yeux du patient, je pense que cette prise en charge globale, ça le fait, quoi, comme on dit vulgairement. Oui, bien sûr. Je pense qu'il se sent pris en charge et quand il va voir un thérapeute, vous venez de la part de Stéphane, c'est bien, vous lui direz ça. Il sent vraiment qu'il est accompagné de part et d'autre. Voilà, je pense que c'est bien. On ne parle même pas de copinage ou de choses comme ça, on n'en est pas là. C'est l'intérêt principal, c'est le patient avant tout. Oui, bien sûr. Donc, pour revenir au psychologue, j'aimerais bien qu'on collabore un petit peu plus. À voir. Je pense que d'avoir vu vos locaux, d'avoir vu un petit peu l'emplacement, je pourrais en parler encore plus. Et j'espère que ça sera bénéfique. Je trouve ça important. Et puis même juste les échanges qu'on a, ça nous arrive parfois de nous appeler ou d'échanger par mail, savoir un peu prendre des nouvelles de l'un de l'autre. Et puis on a toujours des échanges hyper constructifs en fait, sur nos pratiques, sur les pratiques de l'un et l'autre. Et rien que ça, en fait, je trouve ça génial. De toute façon, oui, comme ce que vous vivez vous ici au sein du cabinet, d'échanger avec vos collègues, moi d'échanger avec mes associés, c'est quelque chose de primordial. Parce qu'on parle d'autres thérapeutes, mais en kiné, on a vraiment 1000 façons d'aborder les choses et c'est toujours intéressant de voir comment font les collègues. Oui, bien sûr. Est-ce que vous avez vu un changement d'attitude ou d'état mental de vos patients depuis le Covid ? Alors oui, c'est sûr. Il y a eu aussi du positif. C'est-à-dire que vous avez des gens qui, pendant le premier confinement, ont pris conscience, parce qu'on les suivait quand même par téléphone, ont pris conscience de tout ce qu'ils pouvaient faire à la maison, sans être obligés de passer par le cabinet. Et oui. Donc vous avez beaucoup de gens, d'ailleurs aujourd'hui, les rayons des magasins de sport sont vides, parce que les gens se sont équipés de matériel pour faire des tas de choses à la maison. Donc nous, on les a accompagnés là-dedans en faisant des petites vidéos, en les invitant à faire des exercices. Super. Voilà, on ne voulait pas qu'ils aient totalement l'impression d'être lâchés. Nous, on n'était pas très très à l'aise pendant cette période. J'imagine. Sans savoir réellement quand est-ce que ça allait s'arrêter comme tout le monde. Donc on a la chance aujourd'hui de retravailler quasi normalement. Mais à l'époque, ça a été intéressant de voir que les gens étaient... Bon, pas tous, mais... Pour certains, ça a été un élément déclencheur et une prise de conscience, la possibilité de faire des tas de choses à la maison. Et sur des patients qui, comme votre grand-mère, ne faisaient vraiment pas ce genre de choses. Pourtant, on leur disait depuis très longtemps. Et là, dans l'obligation, du coup... Dans l'obligation, elles ont fait et pris conscience de l'intérêt. Tout à fait. Donc il y a ce type de patients. Vous avez des gens en plus qui eux, par rapport au Covid, ont été vraiment très très craintifs. Notamment quant au retour au cabinet.
Il y a des gens d'ailleurs qui ne sont pas revenus, toujours pas, de peur de croiser d'autres personnes. Même si on a essayé de communiquer aussi en amont de la réouverture avec tout un protocole pour vraiment rassurer les gens, sans trop être anxiogène, mais vraiment en mettant en place des règles. Il y en a encore qui sont craintifs et qui ne sont pas revenus. Ensuite, on a la chance, nous, au centre des Angles, d'avoir 2 structures. Une structure en rez-de-chaussée avec un gros plateau technique et une structure à l'étage où on a peut-être un peu moins de moyens techniques, mais par contre un peu plus de temps à consacrer à nos patients. Et dans cette structure-là, on a pu, depuis la réouverture, recevoir des patients qui avaient l'habitude de venir dans le centre où ils croisaient plus de personnes et qui aujourd'hui préfèrent venir à l'étage, mais en ayant conscience qu'un jour ou l'autre, ils redescendront pour pouvoir accéder à la piscine, à des choses comme ça. Voilà. Mais depuis le Covid, quand même, il y a eu un changement dans la pratique. Et en ce qui concerne l'état mental, évidemment, on a aussi des gens qui présentent des douleurs qui sont, comme on le disait tout à l'heure, liées à leur état mental. Et le Covid y contribue. Bien sûr. Oui. On a quand même une majorité de personnes âgées qui ont souvent des petits-enfants et qui, coupés de leurs petits-enfants et voyant ce temps passer sans pouvoir en profiter, c'est des gens qui sont malheureusement en approche de fin de vie et ils ont conscience de ça, du temps qu'on leur prend, qu'ils ne peuvent pas partager avec leurs petits-enfants alors que c'était leur seule ou quasi leur seule motivation. Bon, ces gens-là souffrent, c'est sûr. On les sent vraiment à bout. L'état mental chez la personne âgée, voilà. Et le cabinet a permis aussi peut-être de les sortir un petit peu de chez eux et il y a des gens pour qui c'est la seule sortie. Qui ne vont pas en supermarché parce qu'ils se sentent pas en sécurité, par exemple, ils vont plus faire leurs courses, mais ils continuent, à l'inverse, à venir au cabinet parce qu'en fait, on a réussi à les rassurer sur la prise en charge, sur le protocole sanitaire, et donc ils continuent à venir. On sent quand même, c'est des gens qui sont plus craintifs que les autres, bien sûr, mais grâce à ça, ils voient un petit peu de monde. Super. Voilà. Et donc, on parle de l'état mental de vos patients et en même temps, vous êtes dans cet environnement aussi toute la journée. Est-ce que vous êtes accompagné par ailleurs par un psychologue ? Comment vous faites, vous, pour gérer ça ? Alors, on va dire qu'avec le temps, tout à l'heure, j'évoquais mon épouse Béatrice qui est kiné aussi. Au début de notre activité, il ne se passait pas un soir à la maison où on évoque nos patients, la journée qui avait défilé, avec toutes les problématiques de tous nos patients, les souffrances, le fait d'apprendre une pathologie terrible ou un décès. Voilà. Aujourd'hui, on va dire qu'on ferme la porte du cabinet, on monte dans la voiture, il y a peut-être un petit bilan dans la voiture, mais arriver à la maison, c'est quelque chose qui n'existe quasiment plus. On va dire que la problématique qu'on peut évoquer ensemble avec mon épouse, ça va être une problématique exclusivement technique, mais on ne sent pas d'impact sur notre psychologie. Je dis bien, on ne le sent pas, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais on ne le ressent pas à la maison, on ne le transporte plus à la maison. On n'est plus des éponges comme on pouvait être au début. D'accord. Où au début de l'activité, on était vraiment épuisé par ce type de mauvaises nouvelles ou ce type de problème, ou cette impuissance face à certains problèmes, certaines douleurs. Aujourd'hui, ça va. Ce qui ne veut pas dire que je n'aurai pas besoin de consulter un jour, et même peut-être dès aujourd'hui, pour peut-être d'autres problèmes. Mais je ne pense pas que ce soit des problèmes liés à mon activité. Je dirais même que mon activité me soigne quelque part. Pour moi, c'est même une thérapie que de faire ce job. Le merci des patients, c'est un truc de dingue. Excusez-moi, un petit peu d'émotion. Le fait d'arriver à refaire marcher quelqu'un. C'est incroyable. De lui redonner de l'autonomie. Voilà. Aujourd'hui, c'est pour vous dire à quel point ça peut être impactant et comme ça peut être bénéfique. Voilà. Là, vous aviez vu votre âme en début de carrière, mais des consoeurs ou des confrères qui n'ont pas cette chance-là, est-ce que pour vous, c'est important quand même qu'ils soient suivis ? Je ne saurais pas vous dire. Par contre, certainement, s'ils ressentent des souffrances, Voilà, je vois ma fille en ce moment qui est en 2e année et qui commence à témoigner sur ce qu'elle ressent au sein de ses stages. On sent bien que par moments, elle peut être en souffrance par rapport à la détresse du patient. On va voir comment ça évolue, mais peut-être qu'on l'invitera à ne pas rester seule dans cette démarche, dans ces différentes étapes. Je disais tout à l'heure qu'aujourd'hui, je n'ai pas l'impression que ça ait un impact. Peut-être que ça a eu un impact sur nous
pendant toutes ces années. Mais effectivement, le fait de pouvoir en parler quand on rentrait à la maison, c'était quand même, je pense, bénéfique. Bien sûr. Après, aujourd'hui, sur les revues spécialisées de kiné qu'on peut recevoir régulièrement, on entend de plus en plus parler du burn-out du kiné. Oui. Est-ce que c'est un burn-out en rapport avec la souffrance des patients ou est-ce que c'est un burn-out en rapport avec le stress du quotidien, le trop de patients, l'exigence de l'horloge, du temps à passer, l'exigence quant à le fait d'honorer les rendez-vous. En fait, on va dire que le stress aujourd'hui, ce qui pourrait chez moi entraîner la nécessité d'une prise en charge, c'est celui-là. On l'évoquait tout à l'heure, pas pouvoir répondre à la demande des patients. Quelqu'un qui vient et qui insiste, qui veut un rendez-vous, qui on est obligé de dire non, parce que si on lui dit oui, on sait pertinemment qu'on ne pourra pas le soigner correctement, que ça va mettre en péril l'activité du cabinet en globalité. On évoquait tout à l'heure des patients qui souffrent, qui ont toujours mal quelque part. Ces gens-là, mine de rien, il faut faire attention parce que ça peut être un petit peu anxiogène, un peu pesant. Ils prennent beaucoup de place. Voilà, vous avez des gens qui arrivent en avance, vous avez des gens qui arrivent toujours en retard, vous avez des gens qui honorent que très rarement leurs rendez-vous, mais vous continuez à leur donner des rendez-vous. Tout ce stress du quotidien. Et à ça, c'est rajouté évidemment le stress du Covid, la nécessité de désinfecter en permanence, la nécessité de veiller à ce que les gens respectent toutes ces règles, le port du masque, le lavage des mains, la circulation dans le cabinet, le nombre de personnes dans chaque pièce. Tout à fait. Voilà, ça c'est un stress. Je ne vous cache pas que pendant les 2 premiers mois après la réouverture, on était quand même épuisé à cause de ce nouveau stress en fait. J'imagine. On n'avait pas l'habitude de gérer ça. Pour rebondir là-dessus, je dirais que c'est peut-être pas mal en termes d'hygiène que toutes ces règles soient imposées. Je pense qu'on continuera, on a appliqué une très grande partie. Ça nous a permis aussi de mieux étaler les rendez-vous dans la journée. Même si aujourd'hui, pour avoir un ordre d'idée, je travaille en gros 10 heures de plus par semaine pour pouvoir répondre à la demande. Mais c'est énorme, mais je ne suis pas sûr que ça soit beaucoup plus fatigant qu'avant. Le fait de voir le même nombre de personnes, parce qu'en gros, 10 heures de plus, c'est pour voir le même nombre de personnes dans la semaine. D'accord. Qu'avant Covid. Je ne suis pas sûr que ce soit beaucoup plus fatigant. Justement, voir le même nombre de personnes avec 10 heures, voilà, tout à fait, au final. Donc, par rapport au stress qu'on évoquait, ce stress de la gestion des rendez-vous, le fait d'avoir eu ce stress Covid a permis de s'organiser différemment et peut-être de lever une partie du stress rendez-vous. D'accord. Un grand merci Stéphane d'avoir répondu à toutes mes questions, d'être venu jusqu'à moi et j'espère à bientôt et merci pour toutes vos réponses et d'avoir répondu à tout vraiment sans limite. Vous avez enlevé aucune question, questionnaire que je vous avais envoyé, donc un grand merci pour ça. Merci. Merci. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode et j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à le partager autour de vous et à me le dire avec des étoiles sur votre plateforme d'écoute. Je vous remercie également par avance pour vos commentaires. Pour découvrir les actualités de ce podcast, je vous invite à vous y abonner et le suivre sur Instagram sous le nom de mo.2.psy. À très vite pour le prochain épisode. Vous aspirez à avancer sur votre chemin de vie avec alignement, sérénité et légèreté, et vous choisissez de vous responsabiliser dans votre croissance personnelle, relationnelle et professionnelle. Vous voulez être accompagné pour intégrer ces concepts et pratiques? Alors vous pouvez me contacter sur Instagram ou sur mon site internet perinegaillard.psychologue.com.